On veut donner la liberté aux gens de pouvoir posséder leurs cryptoactifs. Les cryptoactifs, aujourd'hui, c'est le Bitcoin, l'Ethereum. Demain, ça sera ton identité décentralisée. Enfin, ça va être vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'on va sortir du modèle Web 2 où tout est centralisé chez Google et Facebook, pour le meilleur et pour le pire, dans un modèle Web 3 où finalement, toi, en tant que consommateur, tu pourras tout posséder et ensuite déléguer l'utilisation. Et on pense que ça, c'est un modèle plus vertueux pour le futur. Salut Pascal, Salut! merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici à LedCC numéro 4, mais on est aussi dans l'usine de Ledger à Vierzon. Et on s'interroge ici plus confortablement dans un très beau décor à LedCC Paris. LedCC que tu fréquentes depuis quelques fois. Ce n'est pas ta première fois. Par contre, effectivement, plus on voit les noms ici grandir, plus on voit de gens, plus on se rend compte que l'écosystème grandit. C'est aussi le cas de Ledger. Qu'est-ce que ça fait d'être une licorne? Vous l'êtes depuis quelques semaines, on démarre comme ça. Qu'est-ce que ça fait d'être une licorne française de plus dans le paysage? Il n'y en a pas beaucoup et encore moins dans la crypto. Bon, à titre personnel et pour toute l'équipe de Ledger, forcément, tu vois, c'est un moment où tu réalises l'accomplissement des dernières années. Et surtout, c'est d'autant plus agréable que ça n'a pas toujours été facile et que depuis la conception de Ledger, qui est, on va dire, fin 2014, on a connu des fortunes diverses et variées. Et, il y a des moments où tu te sentais moins bien, on va dire, que quand tu valorises ton entreprise 1,5 milliard. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose, c'est un peu ce qu'on voit derrière nous. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est de montrer que Ledger, c'est pas fait tout seul aussi. Quand tu fais ce qu'on a fait, ce qui est bien, c'est de se rendre compte que tout le monde autour de toi a progressé aussi et que tu as tout un univers qui a progressé, quoi. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on en discutait un peu off tout à l'heure, entre les différentes conférences, les différences qu'il pouvait y avoir en 2014, 2015 et les conférences aujourd'hui. Tu sens vraiment ouais, que c'est plus juste des conférences de développeurs, encore que le cœur reste les développeurs, mais tu as aussi maintenant des business, des applicatifs qui tournent. Et ça commence à ressembler vraiment à une grande industrie. Ouais. On est actuellement aussi à l'usine, donc on a pu discuter un petit peu et pu voir l'évolution de Ledger. Si toi, en tant que CEO, tu devais retenir quelques dates, allez, prenons 3 dates clés. Je pense qu'effectivement, la dernière, ce sera peut-être cette levée que vous avez fait il y a quelques semaines. Tu parlais effectivement de cette évolution. Quelle date tu retiendrais importante dans la vie de l'entreprise Ledger? Bah, si on est à Vierzon et qu'on parle de Vierzon, c'est le jour où on a décidé avec Eric Larchevêque de faire notre nouvelle usine à Vierzon. On a décidé, je pense, en à peu près 2 minutes 30. On a décidé ça à Vierzon. Et quand est-ce qu'on a décidé ça? On a décidé ça probablement en 2018. Ça, c'était un peu une date clé et c'était juste avant d'ailleurs que les marchés s'effondrent. Alors, c'était une décision qui était un peu marrante parce qu'on a décidé ça dans le bull run, donc on était super chaud. Et puis, le seconde d'après qu'on ait pris la décision, les marchés s'effondrent. Donc là, on était un peu moins chaud. Alors, donc, du coup, on s'est posé 2 fois la question et on a dit 2 fois oui. On a dit une fois dans un marché en bull run et aussi une autre fois dans le marché en bear market pour bien entériner la décision, quoi. Donc ça, c'était 2 dates clés pour Vierzon. On est très heureux de l'avoir fait et puis tu peux constater qu'on a construit une très belle usine. Qu'est-ce qui s'y passe justement dans cette usine à Vierzon qui est, enfin, moi, avant d'être dans l'écosystème crypto, Vierzon, c'était Jacques Brel, mais maintenant, c'est aussi Ledger. On a mis un petit point sur la carte de plus dans la crypto. Il y a, c'est pas votre, ce qui est assez amusant, c'est que la France et l'Europe, c'est pas votre premier marché d'ailleurs, hein. C'est plutôt US et asiatique, si je dis pas de bêtises. Ce sera aussi une question que je répondrai tout à l'heure dans l'évolution que vous souhaitez faire avec Ledger. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette usine-là? Est-ce que c'est là où vous créez, on le verra sans doute, c'est là où il se passe la création des fameuses Ledger. Mais qui travaille là-bas et comment vous fonctionnez? Il y a différents corps de métier à Vierzon. On fait l'assemblage de nos produits, NanoS, NanoX. Donc on a toute une partie usine, manufacturing, si tu veux. Ensuite, on fait tout le shipping de nos produits. Crois-le pas, mais on envoie tous les produits depuis Vierzon. Et Vierzon, c'est le 7e port français, je crois. C'est un port sec. C'est assez rigolo parce que tu as une ligne de train, je crois, qui va au Havre directement à Vierzon, où tout ce qui est livré au Havre arrive ensuite directement à Vierzon. Et Vierzon, c'est assez près de l'autoroute, des aéroports. Et donc, en fait, on peut shipper tous les produits assez facilement de Vierzon. Donc ça, c'est les deux les activités manutentionnaires, on va dire. Et ensuite, on a des développeurs à Vierzon. On a tous nos systèmes internes, on les développe à partir de Vierzon. Et il y a quelques jours à NTC, justement, tu posais la question que vous posez souvent, et particulièrement toi, quand tu démarres les conférences, qui possède une Ledger?
et souvent l'assemblée, la main se lève. Comment vous êtes entré dans le cœur des gens qui aiment la crypto, tout le monde a une ledger, comment, pour refaire un petit rétrospectif, vous êtes arrivé à vous imposer comme le portefeuille préféré des amateurs de crypto? Oui, alors c'est pas toutes les conférences comme ça. Parfois, j'ai des conférences où je me sens très seul quand je pose cette question parce que les gens sont moins crypto-friendly. Donc, c'est sûr, quand tu es dans une conférence comme HTC, c'est mieux, on va dire. Et je sais pas, enfin, je pense qu'effectivement, on est dans le cœur des gens, mais enfin, pour une raison, de toute façon, qui est très simple et très directe, hein, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, l'invention des blockchains publiques, de Bitcoin, d'Ethereum et autres, c'est que finalement, si tu veux posséder ton argent, enfin en tout cas tes cryptos, ce qui est quand même un peu l'idée de la décentralisation, c'est des grosses responsabilités qui pèsent sur tes épaules. Et c'est vrai que on a tous vécu un peu la même chose, c'est-à-dire, ok, tu as tes clés privées au moment de faire la transaction, enfin, il y a un stress, une anxiété qui vient un peu avec la manipulation de ces clés privées et de tout cet argent. Alors d'autant plus quand les marchés montent et que tu avais acheté pour 1 000 $ de crypto et que tu te retrouves tout d'un coup avec 500 000 $ de crypto, pour beaucoup de gens, ça crée beaucoup d'anxiété parce que c'est beaucoup de manipulation d'argent. Et alors, la première chose, c'était protéger ses clés privées. Et ça, c'est sûr que moi, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir dans les conférences et qui disent depuis que j'ai un ledger, je peux dormir tranquille, quoi. Et pas au sens figuré, au sens propre, quoi. Il y a beaucoup de gens qui perdent le sommeil à cause de ça. Et donc, nous, ça, c'est notre première mission, c'est la sécurité. Et maintenant, on va vraiment de plus en plus vers la deuxième mission, c'est la facilité d'utilisation. On a lancé notre Ledger développeur portal. On permet aux développeurs de vraiment coder beaucoup de choses maintenant directement sur Ledger pour augmenter le nombre de services qui sont disponibles sur un Ledger et faire en sorte que tu puisses désormais tout faire dans un Ledger avec le même niveau de sécurité. Avant, pour faire un swap, par exemple, tu étais obligé de sortir ton ledger, envoyer un coin depuis ton ledger vers un swapper, faire ton swap et refaire cette transaction en retour. Et c'était toujours un petit peu embêtant parce que tu avais toujours le problème de savoir si tu n'allais pas faire un fat finger, envoyer le coin à la mauvaise adresse, etc. Maintenant, tu peux tout faire dans un ledger et on a essayé de sursimplifier l'expérience pour que vraiment ça soit en 2 clics, tu as fait ton swap et tu n'as plus d'adresse à rentrer et tout part de ton ledger et revient sur ton ledger automatiquement, quoi. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, les gens ont retrouvé le sommeil. Mais comment vous faites, et là aussi, ça sera incarné à Vierzon, mais comment vous faites, vous, pour pas le perdre, ce sommeil-là? Parce que la responsabilité, elle est en partie, du coup, redistribuée sur Ledger. Est-ce que vous arrivez à dormir convenablement? Est-ce que vous êtes forcément serein sur la sécurité de vos devices? Mais qu'est-ce que vous mettez en place, justement, pour faire en sorte que ça soit toujours le cas chaque jour? Ouais, bah, c'est la résilience du système. En fait, on a développé Ledger pour que pour que ça puisse résister aux désastres. Tu vois, bon, là, on est en français, mais normalement, c'est que les trucs que tu dis en anglais, ça. Mais tu vois, le disaster recovery. Et en fait, pour un consommateur, ce qui est important, ou pour nos clients, ce qui est important, c'est de savoir que même si Ledger disparaît demain, en fait, tu es toujours en possession de tes clés privées et tu n'as pas besoin de Ledger, l'entité business, pour pouvoir utiliser tes coins. Tu pourras toujours utiliser ton hardware Ledger et ensuite tu vas le pairer avec un autre software qui te permettra d'utiliser tes coins. Hein, parce qu'avec Ledger, tu peux l'utiliser avec Ledger Live, bien sûr, qui est le software compagnon de Ledger et c'est ce qu'on pense pour l'instant est le meilleur software compagnon pour ton Ledger. Mais de la même manière, tu peux aussi l'utiliser avec d'autres softwares compagnons. Tu peux l'utiliser avec blockchain.com et tout un tas d'autres, quoi. Nous, ce qui nous permet de dormir, c'est que simplement, on pense dessiner le meilleur système de sécurité où à la fin, les utilisateurs n'ont même pas besoin de nous. Donc, quand même on ne se réveillerait pas, c'est pas grave, tu as toujours la possession de tes coins, quoi. Il y a quelques jours, là aussi, à Laetitia, tu parlais de la difficulté parfois de se faire entendre en France, en Europe. Et c'est pour ça aussi peut-être que votre premier marché, c'est en dehors de l'Europe. Qu'est-ce que tu penses effectivement de cet accompagnement de l'écosystème crypto, blockchain en Europe? Est-ce que c'est des choses suffisantes? Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Ou est-ce que tu verrais les efforts qu'il faudrait faire pour que l'Europe pèse dans cet écosystème? Ouais, je crois que tu fais référence à ce que j'ai dit à l'ADAN, c'est ça Exactement. Ouais. En fait, moi, ce que j'ai dit, c'est que finalement, on a tous une responsabilité un peu individuelle à ce que ça se passe. Moi, je ne suis pas du tout dans le gouvernement de bashing ou dans le régulateur est méchant. Enfin, je pense qu'en fait, il y a une responsabilité collective française, européenne, à être moins conservateur,
à se projeter vers le futur et accepter les technologies futures sans forcément toujours avoir beaucoup de résistance à l'entrée. Et ça, cette responsabilité, elle est personnelle et elle est collective, parce qu'on voit bien qu'en fonction de ce que les gens décident, ensuite, les pouvoirs publics s'adaptent et pas vraiment l'inverse, hein. C'est-à-dire le collectif, tout ce qui peut se passer sur Twitter aujourd'hui ou sur les réseaux sociaux a énormément de pouvoir et influence le régulateur et les pouvoirs publics. Donc si l'ensemble des Français et l'ensemble des Européens, par exemple, se levaient comme un seul homme pour dire que la crypto c'est super et qu'il faut qu'on en fasse tous et qu'il nous faut un crypto-euro et qu'on préférait qu'il marche comme ça, de toute façon, à la fin, tout le monde serait d'accord et les politiques feraient les lois que le peuple a envie, dont le peuple a envie. Donc moi mon propos, il est plutôt ça, et c'est plutôt de réveiller les Français et les Européens pour dire soyons moins conservateurs, embrassons le futur, parce que c'est sur ces nouveaux rails technologiques qu'on va créer des très grandes entreprises. Et les très grandes entreprises, c'est très important pour la France et pour l'Europe et pour le futur des Français et des Européens. Pourquoi? Parce que ça crée des emplois, ça crée des flux d'argent, bien évidemment, ça crée de la souveraineté technologique qui est très importante. Et la souveraineté technologique sur ce sujet de blockchain public va être ultra important pour le futur. Et on pense que Ledger a son importance d'ailleurs dans la souveraineté technologique de la France, de l'Europe, mais aussi des individus. La souveraineté technologique des individus, c'est un sujet important. Et à la fin, c'est véhiculer des valeurs. Et pour nous, chez Ledger, la valeur fondamentale, c'est la liberté. On veut donner la liberté aux gens de pouvoir posséder leurs cryptoactifs. Les cryptoactifs, aujourd'hui, c'est le Bitcoin, l'Ethereum. Demain, ça sera ton identité décentralisée. Enfin, ça va être vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'on va sortir du modèle Web 2 où tout est centralisé chez Google et Facebook, pour le meilleur et pour le pire, dans un modèle Web 3 où finalement, toi, en tant que consommateur, tu pourras tout posséder et ensuite déléguer l'utilisation. Et on pense que ça, c'est un modèle plus vertueux pour le futur. Et c'est là-dessus justement que vous accentuez le travail à Ledger depuis quelques temps. Tu parlais d'intégration des NFT, là aussi il y a quelques jours à la réunion de la DAN. Quels sont du coup les points sur lesquels vous portez de l'attention dans les prochains mois, dans les prochaines années? Je sais que dans quelques jours, il y a une petite mise à jour qui se fait de votre côté de Ledger Live pour intégrer justement ces NFT et d'autres particularités. Que vous prenez très à cœur aussi la sécurité et la confidentialité, parce que vous mettez aussi, tu l'as annoncé l'année dernière à Surfin, vous avez annoncé Full Node. Sur quoi vous mettez l'accent là chez Ledger dans les prochains mois, les prochaines années? Vraiment, c'est la communauté des développeurs d'abord, parce que tu vois, pour l'instant, on a annoncé dernièrement le Ledger, le portail pour développeurs de Ledger. On a complètement ouvert en fait Ledger à la communauté des développeurs pour que les développeurs puissent commencer à venir développer directement sur Ledger. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de gagner en facilité d'utilisation. Et pour gagner en facilité d'utilisation, c'est ouvrir l'écosystème pour qu'il y ait de plus en plus de coins, d'applicatifs, etc., etc. Les NFT, pour nous, hein, c'est d'abord un coin et puis ensuite, c'est des applicatifs. Et donc, quand on dit on fait du NFT, on est en train de réfléchir à plein de choses. Mais déjà, à la base, c'est est-ce que tu peux protéger tes NFT avec ton Ledger et est-ce que tu peux les regarder sur Ledger Live, tu vois, c'est un peu, on a une approche très pragmatique des choses, c'est-à-dire qu'avant de courir, on apprend à marcher et sur tous les sujets, c'est un peu comme ça. Donc ça, c'est vraiment voilà, la facilité d'utilisation, avoir de plus en plus de services à travers ton Ledger, et pour ça, vraiment leverager les communautés de développeurs un peu partout dans le monde. Ouais. Est-ce qu'au niveau des intégrations des monnaies numériques qui arrivent, dont on voit de plus en plus l'évolution, on parle d'un euro numérique en 2025, il y a le yuan chinois qui est déjà en place, est-ce que c'est des choses que vous prévoyez, que vous imaginez intégrer à Ledger dans le futur, ou c'est des choses sur lesquelles vous ne vous attardez pas particulièrement? Nous, les actifs crypto nous intéressent quels qu'ils soient, on va dire. Donc c'est toujours un peu le même mode de pensée. Si tu es un crypto actif, il faut qu'à un moment donné, ça puisse être sur ton ledger, parce que tous les crypto-actifs qui vont être sur des blockchains publiques ont le même problème de sécurité et les rendre faciles d'utilisation et puis les rendre un peu interopérables, quoi. Enfin, tu vois, autant que faire se peut. Donc dans cette optique-là, en fait, on s'intéresse à tout. Aujourd'hui, on a tous les stablecoins en dollars sur Ledger. Les gens peuvent swapper directement sur la Ledger
de crypto à crypto et passer je sais pas, de Bitcoin en USDT, par exemple. Donc, tous ces use cases nous intéressent et si demain il y a du crypto-euro qui est disponible ou du crypto-yuan qui est disponible et qui correspond à l'ADN de Ledger, à savoir un écosystème libre, interopérable, etc. etc. La grande question sur les CBDC et le CBDC européen qui a été annoncé par la Banque Centrale Européenne ou le crypto-yuan, c'est pour l'instant un petit peu comment est-ce qu'ils vont se comporter. Est-ce qu'ils vont se comporter comme des amis des rails de blockchain public et être interopérables ou pas? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, il faudra voir. On investigue en tout cas sur le crypto-yuan notamment. C'est pas toujours évident de savoir ce que le gouvernement chinois a en tête exactement pour ce crypto-yuan, dans le sens où en Chine, tu as toujours le contrôle de change. Donc, est-ce que tu pourras facilement passer de Bitcoin à crypto-yuan et de crypto-yuan à Ethereum? Je ne suis pas complètement sûr. Et donc, si c'est le cas, de toute façon, ça sera intégré dans un ledger officiellement. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on se pose la question de est-ce qu'on fait quelque chose de spécifique pour le marché chinois et le crypto-yuan. Et là aussi, c'est amusant parce que de plus en plus dans la crypto, dans la finance décentralisée, on a les solutions techniques. Maintenant, on va chercher le grand public. On a des solutions comme Zerion, Zapper qui sont des tableaux de bord. Et maintenant, il y a aussi Ledger qui est un tableau de bord, mais aussi une porte d'entrée physique dans un monde digital. Et là aussi, vous mettez l'accent depuis quelques semaines avec l'intégration justement de Zerion ou de Zapper, pardon, plutôt. Est-ce qu'un jour, avec notre Ledger, on pourra tout faire et qu'on n'a pas besoin des protocoles comme AAV? Est-ce que vous allez prévoir un jour d'intégrer tout ça directement sur la Ledger? Bah là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, moi, je suis partisan de la liberté et du choix pour l'utilisateur. Donc, on n'est pas parti dans une logique de ledger dictatorial et on veut qu'il y ait vraiment un App Store sur Ledger dans lequel on intègre un maximum de services. Et toi, ensuite, en tant que consommateur et ou en tant qu'entreprise, tu peux décider quel service est le meilleur pour toi et l'utiliser. Ça, c'est plutôt la philosophie de Ledger. Par contre, ce qu'on dit, et je fais un petit teasing là, mais on va bientôt, le donjon de Ledger va bientôt réaliser des travaux qui ont été faits, qui sont des travaux, à mon avis, d'importance pour l'industrie, sur la sécurité de l'industrie. Mais ce que je peux dire, c'est que la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de sécurité sans hardware. Voilà. Ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il y a encore une croyance mal fondée que c'est sûr que le software, c'est élégant, et puis tu mets un software sur ton téléphone, et puis ça te permet de faire des choses très facilement, mais le problème, c'est que en fait, c'est pas sécurisé. Voilà. Et donc, bon, on est en train de travailler là-dessus, et en tout cas, la prévision, et la raison pour laquelle on intègre tous ces protocoles dans Ledger et te permettre de les utiliser avec ton hardware, c'est pour te donner vraiment une expérience très sécurisée. Une bonne expérience, facile d'utilisation, mais très sécurisée. Et donc, on le fait vraiment pour... bon, on a un business, on veut vendre nos produits, c'est sûr, mais on le fait aussi parce que sinon, on pense que dans le futur, si tu n'as pas du hardware sécurisé, tu es vraiment à risque de perdre tes actifs, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres continents? On le disait, vous êtes majoritairement présent côté États-Unis, aussi en Asie. Est-ce qu'il y a d'autres continents que vous avez dans le viseur ou est-ce que vous allez vous concentrer sur les continents que vous avez déjà plus ou moins acquis sur la planète? Aujourd'hui, on a envoyé au moins un produit dans 200 pays, un peu plus de 200 pays dans le monde. Donc, en fait, de manière très opportuniste, le Bitcoin, les crypto-monnaies, les crypto-actifs, c'est vraiment un phénomène mondial. Et donc, en fait, sans même le vouloir, enfin, sans viser un continent en particulier, on a déjà envoyé beaucoup de produits en Afrique, quoi. Par exemple, pour citer ce continent-là, mais en fait, tous les continents du monde et tous les pays du monde. Pour nous, il y a une question maintenant d'internationalisation de nos services, parce que si tu regardes le succès de Ledger sur les dernières années, en fait, ça s'est fait en anglais. Ce qui est normal d'ailleurs, la plupart de l'industrie, enfin la plupart des sites sont en anglais uniquement. Et puis voilà. Alors le truc, c'est que sur la planète, ça sera un choc pour personne, mais il y a plein de gens qui ne parlent pas anglais. Et donc on est en train de faire quelque chose d'assez simple sur le papier et puis assez compliqué en exécution. Mais on est déjà en train d'amener beaucoup de traductions de nos services et de nos contenus dans pas mal de langues, en visant bien sûr les langues majeures, l'espagnol, le chinois. Le français, l'allemand, etc., etc. Il y a beaucoup de Français qui nous reprochent de ne pas parler français, comme si nous, Français, on ne savait pas quel était le problème. Donc on a bien compris le problème, mais ce n'est pas si évident que ça de bien traduire, surtout sur des sujets aussi importants que la sécurité et les actifs digitaux, de très bien traduire
un site. Mais donc là, on est vraiment en train de déployer tout un tas de langues. Donc ça, c'est de l'internationalisation. Et ensuite, on va travailler après sur de la localisation. C'est-à-dire, il y a des régions, et on parlait tout à l'heure de la Chine, vous posiez la question, mais il y a des régions où les crypto-actifs se comportent d'une certaine manière. Je pense à la Corée, à la Chine, il y a certains pays asiatiques, tu vois, où tu as des communautés un peu spécifiques, voire même des coins qui sont spécifiques à la région. Et donc, ça sera la deuxième phase, un peu de réflexion de localisation de nos services. Ouais. Merci beaucoup Pascal en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir accueillis dans tes locaux à Vierzon, et on suivra l'actualité de Ledger qui évolue très souvent. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.